أزول سوفي سوني نزار مازال نزارنو غالدار غرغونا دمسلاي ساقي غاف سرتي ثاقي ثمورثنا فرنسا غاف ثميوين يقربن غارت مدينتي مقرانين ناغ لي بونليو مي تولي ماكن لانكراني مزدان ثميوين كيا يدسلو لنيون وخبار مسمان بارتي دو لا بونليو نولي شوغر اختارني وكنت لنا خباركيا يواشو تسكيني راه ودي خبار النظام هاد المسلاي يا غدا كريستوف ميديسي Azul. Il ne connaît qu'Azul Majid. Oui, il ne veut pas s'améliorer. Aucun progrès. Très mauvais élément. Très mauvais élément. Attention, monsieur. Majid Azul. Azul Flan. Et notre invité, Abdelmalik Jalmoun Azul. Azul Flan. Bienvenue, Azul Flan. Alors, Christophe, un petit mot sur notre invité. Un petit mot sur notre invité. Nous recevons donc, allez, je vais y aller, un homme politique, monsieur Abdelmalik Jalmoun, un homme politique original, quelque part, qui depuis quelques mois, voire quelques années, essaie d'apporter une nouvelle voie, vous allez nous l'expliquer, hein, Abdelmalik à la France. Fin octobre 2013, vous avez pris la décision de créer un nouveau parti, vous l'avez dit, Mohand, qui s'appelle le Parti des banlieues, de la banlieue, pardonnez-moi. On n'a pas révisé ses fiches. Voilà, non mais en plus, c'était pas loin. Et je crois aussi que pendant quelques temps, vous aviez été appelé par le maire de votre commune, d'Aubervilliers, pour créer le premier observatoire de l'engagement ou des engagements sur Aubervilliers. Alors, un peu plus d'un an et demi après, on va vous poser la première question. Le Parti de la banlieue, vous aviez des ambitions déjà, hein, vous vouliez être sur toute la France en un an. Abdelmalik, vous en êtes où? Nous sommes aujourd'hui sur toute la France. Donc le pari a été réussi. Nous avons eu comme objectif sur l'année 2014 de définir et de développer nos fondamentaux. Nous les avons faits. Nous avons présenté le manifeste du Parti de la banlieue le 31 octobre 2014. Vous avez 50 propositions, je crois aussi. C'était le programme. Il est né dès la naissance, le 31 octobre 2013. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas trouvé votre place dans les partis traditionnels? Pourquoi créer un parti de banlieue? C'est une bonne question et vous avez raison, je n'ai pas trouvé ma place dans les partis traditionnels. Vous avez eu D'ailleurs, un parcours avant dans les partis traditionnels? j'ai un parcours politique auparavant, bien entendu. J'ai commencé par le domaine associatif. J'ai été fondateur d'une association qui s'appelait Regard Citoyen. J'ai diffusé un magazine que je distribuais gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres. Je distribuais à peu près à 30 000 exemplaires. Et je disais aux gens, exprimez-vous, vous avez le droit aussi de parler sur la vie de la cité. Je n'ai rien inventé, j'ai repris simplement ce que les Romains faisaient avec le Forum et ce que les Grecs aussi faisaient avec l'Agora. Ça a eu un fort succès, puisque le citoyen, effectivement, a réussi, grâce à cette tribune, à avoir un contre-pouvoir. Il était trop facile d'avoir son citoyen dans un petit bureau quand on était un élu de la République. Et quel était le rapport? C'était le pot de fer contre le pot de terre. Ouais. Tandis qu'il glissait une opinion dans un journal, la démocratie, c'est pas simplement de glisser un bulletin dans l'urne, ça va au-delà. Il arrivait à se faire entendre de toute sa ville et effectivement, la souveraineté du peuple renaissait grâce à ses écrits. Oui, une petite question parce que Majid vous posez la question, quel est votre parcours, Abdelmalik? En préparant cette émission, nous avons regardé que vous êtes passé un petit peu, alors vous êtes à un moment donné, vous avez cheminé avec Jean-Pierre Chevènement, du temps du mouvement des citoyens, tout le monde s'en souvient, 1992. À un moment donné, après, vous êtes passé enfin, vous avez accompagné un temps Dominique de Villepin. Expliquez-nous. Même bien sur l'échiquier. Même bien auparavant, et je fais le lien avec Regard Citoyen, la seule et unique élection où mon nom est apparu, c'était avec Regard Citoyen, c'était en 2004. Alors racontez-nous ce parcours. Donc, 2004, effectivement, j'avais, à travers mon mouvement, c'était pas un parti politique, j'en avais totalement conscience, j'ai fait une élection qui était une cantonale et je disais, le peuple a le droit aussi d'être entendu sur les choses publiques. J'ai perdu l'élection, cependant j'ai respecté mon slogan. Et c'est après que j'ai créé le journal, un mois après, De vous à moi était déjà prêt. Donc je savais que l'élection me servait vraiment de caisse de résonance pour la faire entendre sur toute la ville. Et nous avons continué avec ce magazine pendant 3-4 ans. Mais quelle filiation entre Chevènement et Villepin? Là, j'en arrive au parti politique classique. Je suis rentré dans deux partis politiques classiques. Le premier, c'est le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement. C'est ça. Je souligne un point qui est très important. Jean-Pierre Chevènement venait de faire une rupture avec le Parti socialiste. C'est vrai. Il ne s'y retrouvait plus. Explosif d'ailleurs, hein, on se rappelle. Oui, le fondateur quand même du Point et de la Rose. Ouais. On lui doit au moins ça en ce qui concerne les socialistes. J'ai suivi Jean-Pierre Chevènement sur cette lancée car effectivement l'homme était intéressant. Pour moi c'est un homme d'État, quelqu'un qui a démissionné 5 fois d'un poste de ministre par rapport à ses convictions. Vous pouvez regarder, ils sont très rares aujourd'hui dans la classe politique. Mouvement des citoyens, effectivement, moi qui étais fondateur de Regard Citoyen, c'était quelque chose qui me parlait. Je l'ai suivi sur sa présidentielle, et tout de suite après, vous vous souvenez que Jean-Pierre Chevènement est passé du MDC au pôle républicain. Oui, il a changé. Et il est passé de président à président d'honneur. Donc j'ai bien compris que l'évolution faisait que Jean-Pierre Chevènement avait abandonné un peu ce combat. J'ai arrêté de le soutenir, c'était Sarr qui avait pris la relève. Ex-maire du 11e arrondissement. Tout à fait.
Paradoxe, vous allez me dire. J'ai suivi un autre homme, un homme de droite. Mais c'est exactement la même chose. Dominique de Villepin venait de faire une brisure avec l'UMP. Il ne s'y retrouvait plus. Il a créé République solidaire. J'étais d'abord un petit peu son représentant à travers le club Villepin, puis après j'étais son représentant sur le club solidaire sur Aubervilliers, République solidaire sur Aubervilliers. Je l'ai un peu lâché en tant qu'adhérent juste avant les élections, parce que j'ai bien compris, étant proche de lui, qu'il n'irait pas au bout. Mais j'ai continué à le financer en disant peut-être que je me trompe. Donc je le soutiendrai toujours financièrement. C'est-à-dire financer Je donnais toujours mon argent. Pécule, voilà, parce qu'on a besoin de ça quand on crée un parti. Alors effectivement, il y a 2 points quand même communs entre ces 2 hommes. C'était 2 hommes qui hier, se disaient il va falloir ouvrir un autre champ politique puisque ceux que nous avons ne répondent plus en vérité à la demande du peuple. Je les ai suivis pour pouvoir les accompagner sans aucun regret. Arrivé à un moment donné, vu que ces 2 hommes... le parti plutôt de droite ou de gauche, alors, pas les deux. Alors justement, j'ai créé le parti de la banlieue. À un moment donné, je me suis dit, je prends les choses en main. Je ne vois plus d'homme providentiel. La providence, c'est qui? Il ne faut pas attendre qu'un homme descende du ciel avec un cheval blanc. De Gaulle tous les ans. À un moment donné, c'est vous aussi qu'il faut vous mettre face aux réalités. Le parti de la banlieue se situe ni à gauche ni à droite, pour une raison bien simple. C'est que je considère que la gauche, comme la droite, sur les questions que nous portons, est complètement dépassée par les avancées sociologiques. Donc, à quoi ça sert que je me calque sur des partis que je considère qui ont échoué sur les grandes questions que l'on prend en main? Mais est-ce un parti communautariste? C'est tout le contraire. Et je vais l'expliquer. Pour moi, c'est les autres partis qui sont communautaristes. Il suffit simplement de voir comment ils traitent justement la question concernant les communautés. On veut nous faire représenter par un chalgoumi. Ce n'est pas ça le communautarisme quand même. Personne ne se retrouve avec un chalgoumi. Qui a demandé à chalgoumi de nous représenter? Les politiciens, ni plus ni moins. Aujourd'hui, l'ensemble des partis politiques déconsidèrent totalement toute une frange de la population issue, on va dire des banlieues. Issue pas simplement des banlieues, des quartiers populaires, mais surtout issue de l'immigration. De l'immigration, mais tout à fait. On peut dire aussi que justement, le premier parti de France, il y a un petit souci vis-à-vis de cette idée que soulevait Manche. Je vous pose la question, Abdelmalik, c'est l'idée d'avoir créé un parti. Parce que on sait qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis ces dernières années, Fin de parti, le livre de Cohn-Bendit l'année dernière. Est-ce que l'institution partidaire, le mode parti, n'est pas un rebutoir? On voit les dernières études du CEVIPOF. Les jeunes, quand tu leur dis parti, c'est plutôt repoussoir. Ils n'y vont pas. Ce n'est pas le parti qui est repoussoir. C'est tout simplement l'offre politique qui ne correspond pas à la demande. Tout simplement. Il suffit de regarder la masse des citoyens français sont dans l'abstention. Et c'est ça que je disais. Mais l'abstention, c'est un choix politique. Ce n'est pas un abandon de la politique. Il faudrait que le vote blanc, d'ailleurs, compte. Ce serait bien. C'est fait depuis peu de temps. Le vote blanc compte toujours aujourd'hui. C'est fait depuis récemment. Mais et où que ce n'est pas un parti communautaire? C'est tout le contraire, justement. C'est que nous, à travers notre offre politique, on se situe véritablement dans le centre de notre pays. Nous sommes français, nous prenons justement les problématiques et nous apportons une solution, pas pour une communauté, pour l'ensemble des citoyens de France. Quand on faisait les plans banlieue à l'époque de la gauche comme de la droite, personne ne parlait de communautarisme. Le mot banlieue, pourquoi je l'ai pris comme ça? C'est que je considère qu'effectivement, il y a toute une frange de la population qu'on a mis au banc du lieu de la République. Parce que c'est le lieu du banc. C'est l'apartheid, c'est les gens bannis. Est-ce que qui a enfin reconnu M. Valls? C'est ce à quoi vous faites référence? Si j'aurais sorti ce mot avant le Premier ministre... D'autres l'avaient sorti avant lui. Qu'est-ce qu'on m'aurait dit? Mais bien sûr... Le mot est fort quand même, quand on sait ce qu'est l'apartheid. Mais la réalité est forte. Simplement, on ne peut pas la calquer avec celle qui existait en Afrique du Sud. Mais apartheid, il faut l'entendre simplement, des gens qu'on a mis à part. Vous pensez qu'on sort du déni, entre autres, grâce au 7 janvier? C'est assez horrible à dire, mais que pendant longtemps, les politiciens ont été un peu dans le déni. Ils savaient, mais le déni de la réalité sociologique de certains endroits. Ils y sont toujours. Mais bien sûr qu'ils le sont toujours. Ils le sont toujours, même là, bien entendu. février 2015. Je vais simplement vous donner un exemple. Monsieur disait qu'effectivement, dernièrement, Monsieur Valls, Premier ministre, déclare il existe en France un apartheid. Ethnique, social, territorial. Ethnique, social et territorial. Le mot est fort, très très fort. Il a fait bondir beaucoup d'hommes politiques. Mais lorsque l'on sort une phrase de ce niveau, comment ne peut-on pas proposer une solution pour éliminer cet apartheid?
Et y a pas de il a solution juste fait le constat sans proposer de solution. On est encore Y en a-t-il une? Bien sûr qu'il y en a une. N'est-il pas trop tard? Nous en Est-ce avons. qu'on n'est pas arrivé à un point de non-retour où se sont créées définitivement des brèches, des zones où les moyens nécessaires pour remettre de l'égalité, remettre de la diversité, diversité au sens de la diversité de population, sont tellement énormes qu'ils sont au-delà des possibilités de la France pour 25 ou 30 ans? Comment est-ce que vous pourriez, vous, faire tout changer, faire qu'il n'y ait plus de quartiers ghetto, qu'il n'y ait plus de mise à l'écart d'une partie de la population, que les gens, finalement, n'aient pas fini par intérioriser cet apartheid et finalement s'y reconnaître et dire finalement on est bien entre nous, on n'a plus besoin de se mélanger avec les autres. C'est un peu ce qui se passe aussi, non, parfois? Quel est le problème? Le mot apartheid, nous l'avons nommé, tout le monde comprendra ce que ça veut dire. On va donner un synonyme qui est aussi très compréhensible, le mot racisme. Il faut poser la problématique pour trouver la solution. Le racisme, comme l'apartheid, c'est toujours le rejet d'une population pour des différences de couleur, sociale, ethnique, territoriale ou autre. Donc il faut trouver, exactement, donc religieuse, vous faites bien de le souligner. Donc il faut trouver tout simplement comment faire pour que le rejet ne soit plus d'actualité. Alors, que fait le parti de la banlieue? Nous avons proposé, dès la création du Parti de la banlieue, c'est notre socle, une philosophie politique que personne ne porte en France, mais qui n'est pas minoritaire dans le monde, bien au contraire, le multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est quoi? C'est l'acceptation et la reconnaissance des différences. Nous ne pouvons pas nier, et c'est ce que tout le monde fait depuis plus de 40 ans, nier toutes les différences avec un système français qui est celui de l'assimilation. Qu'est-ce que l'assimilation? On en arrive à des aberrations. On entend même qu'il faut changer notre prénom pour pouvoir être assimilé, ce qui est quand même incroyable mais vrai. L'effort pour devenir blanc. Vous pouvez être blanc, vous êtes aux yeux bleus, mais si vous appelez Mohand, on considérera encore que vous n'êtes pas assimilé. C'est ce qu'on avait vu lors Je m'appelle Christophe. Voilà, donc, je te donnerai mon CV. donc d'ailleurs, ce que je dis n'est pas une caricature. Mais non, on en parlait lors des CV masqués, on le sait très bien. Tu t'appelles Mahmoud Ben Chaïba, t'envoies le même CV, on le remet à Paul Durand, on te prend en entretien d'embauche, j'ai Mahmoud Ben Chaïba, on le prend pas. Mais je vais aller plus loin. Raison, je vais aller plus loin. Il y a des personnes politiques qui disent carrément, eh ben, telle personne n'est pas intégrée parce qu'elle a appelé sa fille Zora, par exemple, ce qui est une aberration. Et en même temps, moi, je pose une question. Si on part sur le principe qu'on est d'accord, il y a un effort à faire de la part des politiques, de l'État et tout ce qui s'ensuit, mais est-ce qu'en même temps, il n'y a pas un effort à faire de la part des citoyens même comment expliquez-vous des jeunes qui sont nés ici, de parents nés ici, qui vont à l'école républicaine, qui ne se sentent pas français? Vous pouvez vivre dans ma maison, être né dans ma maison, et si je ne vous regarde pas, et si je ne vous adresse pas la parole, et je vous rejette complètement, vous ne vous en tirez pas de ma famille. C'est exactement la même chose. Et pourquoi les parents ne disent pas aux enfants aimez le pays où vous vivez, aimez la France, ils vivent ici, eux-mêmes ont vécu ici? Mais je vous assure que les parents leur disent. En tout cas, moi j'ai souvenir. Pas tous. S'il y a des parents fondamentaux, ils sont très peu nombreux. Mais enfin, vous savez, quand on parle toujours de la généralité. Ouais. Je parle de la généralité. La généralité, oui. Et si je dois venir sur mon cas personnel, qui est représentatif de, je pense, tous les autres cas, on nous a toujours demandé de respecter le sol de la France. Oui, mais est-ce que ça n'a pas empiré depuis votre génération, Abdel Malik? On voit les mais jeunes. Bien sûr que ça a empiré. À votre époque, excusez-moi, pardonnez-moi, mais on est tous un peu de la même génération ici. On respectait beaucoup les enseignants. Regardez la crise du système scolaire, la crise de la figure enseignante. Laurent a un peu raison. Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de pères et mères maintenant qui font plus leur travail, qui disent pas à leur enfant respecte ton enseignant, qui leur disent au contraire ton enseignant. Alors il y a eu l'histoire il y a quelques jours, on dit les parents vont à la prière avant d'amener l'enfant à l'école. C'est une magouille de NKM, tout le monde le sait. C'est même juste un scandale qu'elle ait dit ça chez Bourdin. On est bien d'accord ensemble. Mais quand même, je trouve qu'il y a une crise des figures d'autorité de la République. Qu'en pensez-vous? Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Les parents ont une responsabilité là-dedans. Ça, c'est encore un constat. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est le pourquoi. Oui, je suppose que vous le cherchez. Vous réfléchissez à ça. Les jeunes, notamment ceux de ma génération, avaient tous compris que l'issue, c'était l'école. C'est ça. Une sorte d'ascenseur social. C'était ce qu'on nous disait. On est bloqué aujourd'hui. On a bien vu, on pourra aussi en parler pour hier, on a bien vu tous les obstacles qu'on devait dépasser pour pouvoir justement arriver à la fac. Oh, mon Dieu, il fallait passer l'obstacle de la 6e, il fallait passer l'obstacle de la 3e. Obstacle discriminatoire, bien entendu, je parle.
Je ne parle pas des notes parce que là, on est en égalité avec tout le monde. Nous étions considérés comme tout simplement une population qui devait simplement aller à l'usine. Au nom de quoi? Je me souviens quand même des conseillers d'orientation. De désorientation. Nous, on voulait tout simplement être avocat ou médecin. Ils me disaient non, 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 mouleur, c'est très bien. Oui, fraiseur, c'est très bien. Donc il fallait se battre 3 fois plus pour pouvoir justement aboutir à un niveau qui nous permettait justement, selon nos rêves, de s'émanciper. L'école, aujourd'hui, si elle est plus respectée, ce n'est pas à cause du professeur, c'est qu'elle ne remplit plus son rôle d'émancipation, justement. Il est là le problème fondamental. Vous savez, on parle d'école à double vitesse, mais c'est une réalité. Moi, j'ai fait, après mon bac, l'université de Villetaneuse, et j'étais à l'école des cadres à Neuilly. On ne vous reçoit pas de la même manière, on ne vous donne pas le même discours. On est beaucoup plus direct et beaucoup plus franc, et effectivement, on vous dirige vers des filières qui peuvent être porteuses. Tandis qu'ailleurs, on vous dit sociologie, c'est très bien, tout en sachant qu'il n'y aura rien au bout de la sociologie. À un moment donné, ceux qui étaient derrière nous et qui regardaient leurs aînés, qui avaient réussi justement à décocher le fameux bac et à faire des études supérieures, et ils voyaient que le débouché n'est pas porteur. Ils se posent la question sur l'école. Elle est là la réalité. On ne peut pas dire à quelqu'un simplement va à l'école parce que tu vas réussir, et à un moment donné, prouver constamment le contraire. Nos cités sont pleines de bac plus 5 et bac plus 6. Il faut le comprendre. Vous me parliez maintenant d'autre chose. Vous me parliez du CV anonyme. Vous vous rendez compte, dans un pays où on a un Master 2, on me demande d'envoyer mon CV de façon anonyme. Ça veut dire que mon identité est considérée comme criminogène. Mais le jour où que je viens à l'entretien, est-ce que je dois venir aussi avec une cagoule? Mais comment on en sort de ça? Comment on en sort? Est-ce que finalement, pour parler de votre parti, qu'une initiative louable sans doute, est-ce que ce n'est pas la preuve de l'impossibilité de s'en sortir, de l'échec de tout ce qui a été fait? Parce que finalement, ce n'est pas au parti de la banlieue que ça va se jouer. Ça va se jouer au Parlement, ça va jouer dans les médias, ça va se jouer dans les lieux de pouvoir, dans les conseils d'administration, dans les endroits de représentation. Comment vous allez faire pour y accéder? Comment on va arriver un jour? C'est quoi l'échelle? Sauf que moi, je pense tout le contraire. Effectivement, quand on regarde aujourd'hui la situation, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Le parti de la banlieue est né justement pour dire si la solution existe. Parce que faire croire qu'il n'y a pas de solution, c'est aussi faire croire que le Front National a raison dans ce cas-là. Notre solution, elle est claire. Nous avons proposé et nous proposons le multiculturalisme. Vous allez avoir du mal à l'imposer, à faire rentrer dans les consciences, dans les têtes. Vous allez avoir du mal à imposer à la télévision qu'il y ait des animateurs de toutes les couleurs. On ne vous recevra pas. Comment vous allez faire pour que finalement, allez, les franco-français, là, les souchiens, les Français de souche, eh ben, ils vous reconnaissent comme des membres de la communauté internationale, qu'ils vous aiment et qu'il n'y ait plus de débat sur ça et qu'on n'ait plus besoin d'un CV maquillé pour pas qu'on voit qui s'appelle Mamadou ou Sidibé ou Mohamed. Comment on fait? Vous me dites c'est difficile. Eh ben, je vous dirais qu'au bout d'un an et quelques, on est à 1 an et 3 mois de création, vous, en tant qu'observateur, vous avez dû remarquer que le mot multiculturalisme commence à être véhiculé sur les débats publics et politiques. Il n'existait pas auparavant. Le mot multiculturalisme, personne ne le prononçait dans la classe politique. Ça sonne un peu comme Amérique, ça gêne un peu. Il existe, oui, bien sûr que ça gêne, en France, alors que le multiculturalisme existe aux États-Unis, existe en Suède, existe en Inde, existe au Mexique, existe en Angleterre. Je veux dire, c'est le système français qui est complètement minoritaire. Tout le monde vous le dit, sociologue comme politique, la politique d'assimilation est morte. Tout le monde le reconnaît, tout le monde l'accepte, mais on continue justement sur ce chemin qui ne mène nulle part. Moi, je pense que vous avez un bon constat quand vous voyez, et on est d'accord ici, je pense, tous, que le système politique français est très sclérosé, verrouillé. Il y a presque une plutocratie, une oligarchie, presque même une gérontocratie. Quand on voit qu'en politique aujourd'hui, on peut faire 30-40 ans la même carrière, n'est-ce pas? Vous tentez quelque chose, et comme disait Majid, c'est louable. Mais je reviendrai sur cette question. Vous étiez à l'Observatoire des engagements. Il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui, ces derniers mois et ces dernières années. On pourrait presque dire qu'on pouvait faire un observatoire de l'engagement, et je vais être un peu cynique, hein, de ceux qui partent, des jeunes de banlieue qui partent en Syrie plutôt, et vous voyez vers qui ils vont, vers Daesh, plutôt que de s'engager dans les partis politiques. Et ça n'existait pas il y a 15 ans. Donc la situation, j'ai envie de dire, et je vous pose cette question, Abdelmalik, entre octobre 2013, vous avez créé votre parti, et aujourd'hui, je pense, moi, en tant que psychosociologue, qu'elle a empiré. Elle a empiré chez les jeunes de banlieue. Elle a empiré et c'est très grave. La situation empire tant qu'on ne la résoudra pas. Comment voulez-vous qu'elle s'améliore? Vous êtes d'accord qu'elle a empiré sur le constat? Mais comment voulez-vous qu'elle améliore?
Elle ne peut pas s'améliorer si nous n'apportons pas les solutions, mais elle a empiré depuis 40 ans. J'ai créé le Parti de la banlieue le 31 octobre 2013. Pourquoi? Fin octobre. Le 31 octobre 2013. Pour une raison bien simple, c'est que j'ai voulu simplement mettre un symbole sur les 83-2013, les 40 ans. Pour dire la marche des beurs. Mais oui, la marche La pour marche l'égalité des droits, contre le racisme. qu'on a effectivement appelé la marche des beurs. Vous voyez le communautarisme, c'est pas nous qui le faisons, c'est les médias, avant tout, et les politiques qui suivent, car c'était un article de Libération, la marche des beurs. Oui. On a marché. Vous avez marché? J'ai pas marché. J'ai pas marché. J'avais suivi cette marche avec véritablement beaucoup d'intérêt. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu à un mouvement à Angela Davis à l'américaine. J'avais 20 ans. Ça m'intéressait. J'étais déjà très politisé. Je ne comprenais pas, mais je trouvais ce mouvement très beau. Des gens qui descendaient de Marseille, qui montaient jusqu'à Paris et devant les grilles de l'Élysée pour dire quoi? Nous sommes Français. On pensait effectivement qu'on ne nous voyait pas. Il y a eu une marche massive. Qu'est-ce qu'il y a eu après cette marche pour l'égalité des droits? Et oui, alors qu'on criait SOS égalité, alors qu'on criait SOS égalité, on nous a répondu SOS racisme. Et on nous a collé une main de Fatma en disant « touche pas à mon pote », alors qu'on se déclarait simplement citoyen français. C'est là que le bas blesse. On nous réfute toujours cette position de citoyen français, lambda, comme Dupont, comme Durand. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous avons vu, il y a eu après les émeutes de 2005. On peut en parler aussi. Les émeutes de 2005. On est tellement dans l'instantanéité, le présentéisme, on oublie tout ça. Mais il faut revenir sur ce passé parce qu'il vous explique notre présent. Les émeutes de 2005, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout entendu sur les plateaux. Les Zemmour et autres qui se gargarisaient en disant tout simplement c'est des dealers de shit qui font ça pour pas que la police vienne dans les quartiers. Une aberration. On l'a entendu. On a entendu aussi que c'est des musulmans qui ne veulent pas que leurs sœurs aillent avec des non-musulmans. On se demande où ils ont été chercher ça. Mais ça a été dit. Vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre la réponse des RG pour mieux comprendre. Les renseignements généraux ont tout simplement dit à la fin, pas du tout. Ce sont des gens qui ont une couleur de peau différente, ou un nom à consonance différente, et qui en ont tout simplement marre d'être discriminés. Alors sur ce sujet, effectivement, il n'est pas juste de casser la voiture de son voisin ou la vitrine du magasin d'à côté, mais lorsqu'il n'y a pas de parti politique qui structure justement, et qui porte cette demande légitime du peuple de France, celle-ci s'exprime avec beaucoup de chaos et de violence. Mais c'est pas ce dont je vous parlais quand même. Là, c'est plus grave. C'est important. C'est beaucoup plus grave que 2005. Mais ils ne cassent plus la voiture du voisin. Ils partent pour eux. Ils ont rencontré. Ils le font aussi. Ouais, mais ils ont rencontré Dieu sur Facebook. Mais comment on et ils partent en Syrie. Ces jeunes aujourd'hui partent en Syrie. Oui, c'est les ça. jeunes Français de 18, 19 jusqu'à 30 ans partent en Syrie. Apparemment, c'est des milliers. Alors, je pourrais aussi vous apporter une explication. Et justement, là, notre parti aussi fait une proposition. Nous, on considère qu'il est important que l'on fasse, par exemple, dans les cours, dans les écoles, des cours de religion. Pour une raison très simple. C'est qu'il est très important de connaître son histoire, sa culture et sa religion, afin qu'elle ne soit pas dévoyée, racontée d'une manière déformée par des esprits malveillants qui pourraient vous détourner. Et je vais vous donner plusieurs exemples sur ce sujet. Soit on a affaire à des jeunes qui ont appris la religion en prison. Tout le monde comprendra que ce n'est certainement pas le meilleur lieu pour apprendre la religion. Qui apprend la religion en prison à des prisonniers? Des prisonniers qui ont pris des bribes et qui, voilà, ce n'est pas le lieu. Bien que c'est très bien, quelque part, que aussi il y ait en prison des gens qui essayent de se réformer. Très bien, c'est pas ça que je blâme, mais c'est que ce n'est pas le lieu. Comme ce n'est pas le lieu d'apprendre le christianisme ou le judaïsme en prison, c'est exactement la même chose. Autre chose, vous remarquerez que dans ces populations-là, il y a aussi beaucoup de Français de souche reconvertis qui ne connaissent pas leur religion. Que ce soit Daesh que vous citez, ou que ce soit Al-Qaïda, ces gens-là ne représentent pas du tout l'islam. Et j'en veux pour seule preuve le fait que plus de 95% des victimes de ces groupuscules terroristes sont des musulmans de par le monde. Donc il faut être très vigilant. C'est un État laïque, vous en faites quoi la laïcité? On enseigne, on commence à enseigner les religions à l'école. Je suis pour la laïcité, je suis pour la laïcité de Jules Ferry, je ne suis pas pour la laïcité de Stasi, je parle de la commission. La laïcité de Jules Ferry, la laïcité de Jules Ferry a très bien fonctionné. D'ailleurs,
Je reviens encore sur l'actualité. On a posé la question à Alain Juppé, ancien Premier ministre, sur justement l'accompagnatrice des écoles, les mamans voilées qui accompagnent leurs enfants à l'école. Voilà. Au nom, soi-disant, de la laïcité. Qu'a répondu Alain Juppé? Il a dit ma maman, quand elle allait à l'église, portait le voile aussi. Donc la laïcité n'a jamais exclu le voile. La laïcité, c'est quoi? La laïcité, c'est la séparation de l'église et de l'État. Et c'est aussi la possibilité de vivre sa religion comme on veut, mais de respecter le fait que là, il y a des endroits où la religion n'a rien à faire. On est d'accord sur l'espace public, parce qu'au départ, je suis désolé, en 1905, lors de la loi de 1905, oui. Au départ, c'était les calotins, les chrétiens qui posaient des problèmes. C'était vraiment l'Église avec un gros E catholique. Hein, on est d'accord. C'était bien contre ça que la République française, dont parle Morande, s'est battue. Parce qu'avant, le pouvoir de l'Église et de l'État était complètement en phase. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fallu créer ça. Personne ne remet la loi de 1905. Elle est très importante. En pour moi, cause. Mais pour tout le monde, elle vaut de l'or. Mais ne la dévoyons pas. Ne la détournons pas. Avec la Stasi, c'est ça. Ne la détournons pas. Il y a des laïcards écoutez, intégristes. Mais non seulement il y a des laïcards intégristes, mais il y a des laïcards qui ne connaissent pas la laïcité. Alors je leur demande simplement, l'article est très court, qu'ils le relisent. Ce n'est pas un code, c'est 2 lignes. Après, on peut revenir un peu plus loin si on veut développer. 1881, 1882, 1886, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Jules Ferry était ministre de l'école. Il a tout développé. Il en a parlé. Vous savez ce qu'on demande à un élève à l'école? Le respect de ses professeurs et l'assiduité. Et on demande au professeur, à lui, de ne pas faire de mélange entre la religion et l'enseignement. Aujourd'hui, on a complètement retourné la situation. On demande à l'écolier ce que Jules Ferry demandait au professeur. Il n'a jamais demandé à l'écolier, Jules Ferry, de ne pas avoir une identité religieuse. Jules Ferry disait, dans la lettre aux instituteurs, la laïcité ne doit pas devenir un dogme. Sinon, ça devait devenir une autorité qui va étouffer des libertés. Et il avait raison, et c'est là qu'on en arrive. Moi, je vais aller sans détour, monsieur. J'ai l'impression qu'on utilisera toujours tout pour blâmer l'autre qui est toujours le maghrébin d'origine musulmane ou l'africain d'origine musulmane. Et on ne nous prendra pas sur Jules Ferry, parce que nous suivons justement les idéaux de Jules Ferry. Et qui le relisent Jules Ferry, parce qu'ils croient aussi peut-être qu'on ne sait pas lire. On le lit, Jules Ferry. Et au jour d'aujourd'hui, on ne nous dit plus de Ferry, on nous dit du Stasi, car la loi sur le voile n'a rien à voir avec Jules Ferry. Alors ne faisons pas de confusion sur la loi de 1905 avec celle qu'on a après les circulaires qu'on a abordées dans les années 2000 et les années 90. Et vous ne pensez pas que si on met plus de religion, on va créer encore plus de problèmes? Moi, je pense que c'est l'acculturation, le problème, et non pas la connaissance de sa culture. Véritablement pas du tout. Il existe des écoles privées catholiques, n'est-ce pas? Il existe des écoles privées chrétiennes, et il existe des écoles privées musulmanes. Il n'y a jamais eu de conflit dans ces écoles-là, n'est-ce pas? Où est le problème? Dans les écoles publiques, où justement, il n'y a aucun enseignement de ce type. Il faudrait se poser la question à un moment donné et ne pas avoir peur de regarder les choses comme elles sont, plutôt d'écouter les paroles flamboyantes de ceux qui allument du feu sans proposer de solution en partant sur des bases erronées. Vous seriez un peu comme pour un système comme en Belgique où les enfants peuvent choisir quel type d'enseignement religieux ils veulent choisir et ceux qui ne veulent choisir aucun enseignement religieux suivent la morale laïque? Mais bien entendu, mais vous savez... Ça existe dans des pays qui ne sont pas sous-développés. Mais bien sûr, mais d'ailleurs le multiculturalisme existe que dans des pays développés. Il ne vient pas d'Afghanistan, il ne vient pas d'Irak. Les États-Unis, l'Angleterre, la Suède et bien d'autres pays. Et je vais vous dire une chose. Pour pouvoir définir un multiculturalisme à la française, je me suis retrouvé devant un vide. Car le mot stylo existe en français, mais l'objet existe aussi. Le mot multiculturalisme existe en français, mais le concept politique n'existe pas. On a une petite question à vous poser. Donc il a fallu définir un multiculturalisme à la française, et non pas à l'américaine, par exemple, avec l'affirmative action, ou à l'anglaise. On a défini un multiculturalisme à la française, basé sur la République, sur les règles républicaines, avec une égalité culturelle, une liberté culturelle, une fraternité culturelle. On n'a rien réinventé, on a simplement repris tout ce que la République offrait, et c'est largement suffisant, en la diffusant sur l'ensemble de la population de France, notamment ceux qu'on a toujours exclus. Là, j'ai une dernière. Christophe, une dernière question aussi. Alors, puisqu'on s'approche de la fin, moi j'aimerais savoir quelles sont les ambitions pour votre parti. Et puis, à Dieu ne plaise, si par exemple vous étiez en situation de devoir passer des alliances pour un exécutif local ou un exécutif régional ou ailleurs,
ça va prospérer, votre parti, je vous le souhaite. Avec qui vous alleriez-vous préférentiellement? Alors pour répondre à la première question d'abord, notre objectif sur l'année 2015, nous avons aujourd'hui 20 sections sur toute la France, c'est d'en avoir 100 sur l'année 2015. Objectif 2016, en avoir 200. Nous préparons 2017. Avec qui nous ferons des alliances? Avec tous ceux, gauche comme droite, qui veulent bien s'asseoir avec nous à la table et parler sur notre proposition qui est le multiculturalisme. Nous faisons une proposition qui englobe, d'ailleurs, la première de notre proposition sur notre programme, c'est de mettre le multiculturalisme dans la Constitution. Donc la Constitution, on la met bien au-dessus, exactement. Il y a un ministère, parce qu'un ministère qui pourrait chapeauter l'ensemble des autres ministères. Et donc la Constitution est bien au-dessus de la gauche et de la droite. À un moment donné, il faut comprendre qu'on doit vivre avec son temps et que la France de 1800 ou de 1900 n'est plus la France du 21e siècle et qu'elle a évolué. Pour mettre en cause aussi ce jacobinisme, en fait, peut-être aller vers un régionalisme, aller vers un peu plus de liberté pour les régions. Vous savez, vous me parlez des régions. Par rapport au multiculturalisme, je vais rajouter encore un argument. La France s'est toujours rêvée monoculturaliste. Mais c'est un mythe, elle n'a jamais été monoculturelle. Combien nous avons eu de langues? Le breton, le corse, le normand, le languedoc, l'occitan, hein? Et si j'en fais le listing, il y en a au moins une bonne vingtaine. La France est un agrégat constitué de peuples désignis, disait Mirabeau. Eh bien bravo. Et aujourd'hui, on veut gommer justement cela. On n'écrit pas l'histoire de France avec une gomme. Je vais vous dire une chose. On a encore des conflits franco-français, avec la Corse, sur leur identité culturelle, avec les Bretons, sur leur identité culturelle. Et aujourd'hui, ce peuple de France, issu des colonies, n'est pas un accident. C'est l'histoire de France. Il a 2-3 siècles. L'Algérie, c'est la France. Ben, ça a été la capitale de la France même, Alger. Une dernière question, monsieur Djermoun. Bon, vous êtes un promouvant, vous souhaitez promouvoir au sein du milieu politique. Eh bien, je trouve ça très louable, comme disait Majid. Votre sentiment sur ce qui se passe, et moi je trouve ça assez intéressant, au sud de l'Europe. Pensons à Podemos, en Espagne, avec ce nouveau leader et la Grèce. Que vous voyez quoi? Comment vous voyez, de quel œil vous voyez Podemos? Eh bien, d'un regard très intéressé et ravi. Et ça contredit un peu ce que vous disiez auparavant, quand vous me disiez que tout doit venir de là-haut. Ah, j'ai jamais dit ça. Du Parlement. Si, du Parlement. Non, c'est pas du tout. Tout doit venir du peuple, car la souveraineté est populaire. Et nos élus sont que nos représentants, n'est-ce pas? Donc, ils doivent représenter l'intérêt du peuple. Quand les élus font une brisure avec le peuple et qui représentent les intérêts d'autrui que celui du peuple, le peuple, à un moment donné, se rebelle. C'est ce qui se passe un peu. Et c'est exactement ce qui se passe en Grèce et c'est exactement ce qui se passe en Espagne. Et vous aurez des candidats aux prochaines échéances, vous souhaitez participer, vous parlez de 2017, mais tous les rendez-vous électoraux, vous souhaitez participer. Cantonal, c'est sûrement un peu trop tard. Oui. Écoutez, comme je vous ai dit, c'est pas trop tard parce que j'aurais très bien pu les faire, je les ai fait en 2004. Faire les cantonales, j'en suis prêt. C'est pas un souci. Dans mon équipe, il doit y avoir au moins 4-5 personnes. C'est pas ça qui va faire changer la face de la France. Et mon ambition n'est pas simplement de donner une écharpe tricolore à des amis qui me suivent, c'est d'écrire une page politique de l'histoire de notre pays. Et à partir de là, il faut que l'on parte fort, en masse, sur tout le territoire national. Nous serons prêts en 2017. Merci beaucoup. Merci à vous. Abdelmalik Djermoun, je rappelle que vous êtes donc président du parti de la banlieue. Merci beaucoup. Thani Mirth. قلت لي الناس نخدم ست مزيغ ما دبغيت نساويها لك ليست ميرسي كريستوف فوالا اسمو تخوبوا ماجد ميرسي تنميرتي وانت تنميرتي يكونوا دقنينا قيمه هذو المامات التلفزيون ندو على بعد ذو بس